Un clip de Hugues de Rosière qui va d'ailleurs nous rejoindre. Il a Hugues de Rosière. Oui, on peut l'applaudir aussi. Et bien sûr, France et Eric qui sont là aussi. Bonjour. Bienvenue. Allez, on va être... Alors, en général, vous le savez, il y a des questions. La première question du public est toujours la plus difficile, mais après, ça n'arrête jamais quand on reçoit France et Eric. Et vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions. Manifestez-vous aussi bien dans la salle 1 que dans la 3, dans la 4, pour poser toutes les questions. On va rester une dizaine de minutes ensemble. On pourrait rester encore beaucoup plus longtemps. Et après, vous allez dire, ah, ben, je voulais poser une question, puis c'était juste au moment où il s'en allait. Donc, n'hésitez pas. Je l'ai dit, bienvenue d'abord à tous les trois. Merci. C'est vraiment, c'est vrai que c'est pas de la flatterie, c'est que vous êtes un peu la famille fétiche de ce festival, puisqu'on a plaisir à vous retrouver régulièrement, comme ça on voit grandir vos enfants, c'est assez agréable je trouve. Et comme naturellement, quand on parle de la famille, finalement, on voudrait juste avoir quelques nouvelles, comme ça aussi, depuis la fin de ce film, savoir un petit peu ce qui s'est passé, parce que avant de revenir sur le film, effectivement, il y a eu après cette mise à cale sèche de Vagabond. Ça peut être un choc pour tous les deux de redevenir des terriens en quelque sorte. Et oui, après cette expérience à 50 km du village, on a hissé le bateau dans le village, comme ça Léonie allait à l'école tous les jours, plus facilement. Et on pourrait dire la suite, même là, il y a une dizaine de jours, on a installé Vagabond dans une petite baie plus au sud, à Cliquic-Tarjoac, je ne sais pas combien de kilomètres de Gris-sur c'est, à 1200 km plus au sud. Donc la banquise y sera, l'atmosphère est sympa, ce sont toujours des Inuits, et nous, comme d'habitude, eh ben, on arrive la veille du festival pour le plaisir de faire le plein d'énergie ici. Alors, Vagabond étant en cale sèche, vous avez continué à habiter dans Vagabond? Ah bah oui, Vagabond, ça reste notre maison, donc on était vraiment vers les dernières maisons du village, un petit peu en pente. Par contre, c'est un bateau, donc c'est quand même plus facile de vivre sur un bateau à flot que, en fait, au sec. Au sec, il fait beaucoup plus froid. S'il fait moins 40 dehors, il fait moins 40 jusqu'en bas du bateau. Alors que le bateau dans l'eau, il fait beaucoup moins froid dans l'eau. Donc il y avait quelques difficultés techniques, mais ça nous a permis de vivre vraiment au quotidien avec ces villageois, 120 habitants, et de partager plein de choses avec eux. Ça, c'était super. En fait, il n'y a pas tellement de différence entre la durée de l'hivernage, qu'on soit pris par la banquise ou qu'on soit posé sur la plage. Parce que c'est 10 mois, l'hiver dure 10 mois, et la saison de navigation dure 2 mois. C'était le cas, là, on a été libéré le 29 juillet, donc on a remis le bateau à l'eau, on l'a repoussé avec un bulldozer à flot, et puis on est reparti au Groenland pour l'été. Et voilà, on vient de se réinstaller pour l'hiver, avant de venir ici. Mais donc l'été est court, et bon, c'est beaucoup plus simple, comme dit France, d'être pris par la banquise. Bon, alors, quelques nouvelles de Liza. Liza est devenu le maire du village depuis. Alors c'est un maire de village qui ne parle que l'Inuktitut, ce qui n'est pas très simple pour tout le monde. Et non, les villageois vont bien et on a pris des nouvelles il y a encore 3 jours, je sens partir. Après 2 ans à Cresfiord, on a eu du mal à partir et bon, c'était larmes dans les yeux quand même pour beaucoup d'enfants. Et pour les enfants. Question dans le public, oui. Bon, oui, on vous entend. Ça marche. Allez, je propose qu'on s'avance un petit peu, je ne sais pas pourquoi, on s'est collé tout au fond de la scène. Peur de vous, non, En fait, moi j'ai essayé de regarder les parois du bateau, elles sont vraiment pas épaisses. Est-ce qu'il est isolé? Comment question technique. Oui, en fait, ce qu'on voit le plus, ce sont le vitrage. Il y a beaucoup de vitres, il y a quand même un double vitrage, et par contre, il y a à peu près 5 cm d'isolation partout, heureusement. Au niveau des vitres, c'est un peu moins bien, mais ce qu'on aime, c'est être dedans et ne rien perdre de l'extérieur. Ouais, mais ça suffit comme isolation Alors, on a un petit poêle qui chauffe la partie haute. Donc, vous avez vu, dans la partie haute, on vit normalement. Il peut faire 15 degrés, il peut faire 18. Et quand le soleil est de retour, alors là, il peut faire 25 au soleil, c'est une vraie verrière. Par contre, dans les cabines qui sont dessous, il n'y a pas de chauffage. Donc, on met un petit coup de chauffage central de temps en temps le soir, mais c'est un chauffage qui ne peut pas durer 24-24. Donc, on dort aux alentours de 0. On a eu jusqu'à moins 8, bon. Mais entre 0 et moins 2, voilà. Et on dort très bien, au frais, à Garonne-et-Nuit. Ah oui, le premier phoque que vous avez tué, vous ne l'avez pas dépecé en fait. Enfin, la peau, vous l'avez récupérée. J'aime bien, c'est le premier phoque que tu as tué, parce que comme s'il y en avait eu des centaines derrière. D'abord, ce fut le premier et le dernier. Parce que j'ai pas été chanceuse au filet, et j'aurais préféré au filet qu'en tirant dessous, c'est pas très marrant. Après, il y a eu un jeu, je pense, de montage.
Parce que ce qu'on voit derrière, c'est en fait un peu auparavant, en saison, avec un Tom, un ami inuit qui était là et puis qui nous montrait qu'on pouvait découper un tout petit bout la peau de phoque parce que c'est plein de vitamines pour les chiens. Mais moi, je l'ai dépecé, mais en fait, c'était un peu l'été, donc le poil s'en allait et je me dis, bon, celui-là, il n'est pas terrible, et puis ça me suffit. J'aime mieux taper dedans à l'âge que tout le sang, enfin, c'est moins agréable. En tout cas, c'est une super expérience. Merci de nous faire partager ça. Enfin, merci, c'est un plaisir aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, ou dans les autres salles d'ailleurs? N'hésitez pas. Oui. Allô, Alain? Oui, on vous écoute. Ici la salle 3. Vous avez une question. Allez-y. Oui, je voulais vous demander, par rapport à ce que dans les conditions que vous vivez, aussi bien par rapport aux animaux qu'aux conditions climatiques, est-ce que vous vous êtes pas fait quand même des grosses frayeurs? Ou à un moment vous vous êtes dit, on va peut-être laisser tomber ou... Non, on se pose toujours des questions, c'est sûr, mais bon, pour l'instant, c'est pas les conditions climatiques qui ont pu être un frein. On a appris à s'adapter, à se nourrir, à se protéger, s'habiller, se comporter dans le froid. On a appris à vivre avec cette faune qui finalement, en règle générale, je pense que c'est valable partout dans le monde, mais la faune sauvage est moins dangereuse que les hommes, quoi. Ensuite, ce qu'il nous a fallu apprendre en plus par rapport à nos années précédentes, c'était à communiquer avec les Inuits, même s'ils parlent anglais au Canada, ce qui facilite pas mal les choses. Bon, il y a un code, il y a un relationnel différent pour bien se comprendre. Et là, on a passé une année dans le village, donc on a progressé. Et pour l'instant, les satisfactions prédominent par rapport aux difficultés, donc on n'a pas du tout en tête d'arrêter. On a une question en salle 4. Oui. Mais vous avez fait comment quand vous êtes rentré avec les chiens? Quand on est rentré d'où? Et quand vous êtes revenu en France? Ah, d'accord. Alors, on n'avait pas de chien l'hiver dernier, puisqu'on était dans le village, on n'avait pas besoin de surveiller le bateau. Le village, dans son ensemble, est déjà surveillé par l'ensemble des chiens. Donc, c'était des chiens qu'on nous avait prêtés, et on les a rendus aux chasseurs qui nous les avaient prêtés. Donc, on les a eus pendant 6-7 mois, et on les a rendus. Et puis les chiens n'aiment pas naviguer du tout. Ils ont le mal de mer, donc c'est plus sympa pour eux de leur trouver un nouveau maître que de retrouver leur maître à terre. Alors on a vu qu'il y avait des équipes qui se succédaient à bord de Vagabond. Aujourd'hui, par rapport à ton expérience du terrain, c'est le petit point environnemental sur cette région du globe. C'est sûr qu'on est témoin. Bon, nous, ça fait 14 ans donc on fait ça. On voit bien des endroits qu'on a la chance de revisiter, que ça évolue vite, très vite. Plus vite que les modèles les plus pessimistes, mais c'est pas pour ça que les locaux, eux, sont pessimistes. Ils constatent des changements, ils savent s'adapter très, très vite. C'est aussi un climat qui pousse à l'adaptation. Donc, s'il y a des évolutions majeures, ils vont s'adapter. Mais c'est certain qu'on ne peut que aller dans le sens de ce qui est décrit dans les médias, je pense. En tout cas, dans le sens de l'évolution rapide et importante. Bon. À propos de ces... Oui, bien sûr, priorité à vos questions dans la salle. Oui, on est en salle 4, on a beaucoup de questions des enfants, donc je passe le micro. C'est très bien, oui, bien sûr. Bonjour. Quand vous étiez sur le bateau, est-ce que vous avez failli mourir? Pas tous les jours, heureusement. Ça arrive qu'on ait un peu peur, mais plus dans le gros temps que dans la glace. Que ce soit en hivernage ou en navigation dans les glaces, on se sent plus dans notre élément que dans le très gros temps où, de toute façon, tous les marins redoutent les très grosses tempêtes. Donc c'est plus ça, surtout quand ça se mélange avec des températures basses, peu de visibilité. C'est plus ces moments-là par rapport au bateau, en tout cas les moments difficiles, c'est surtout ça. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais j'ai l'impression qu'un des membres du jury veut vous poser une question. Ils sont où les enfants? Ah, ça va. C'est des nouvelles des enfants. C'est la mamie. Les enfants, ils sont chez leur grand-mère, parce que quand ils rentrent en France, c'est pas pour aller dans des salles de cinéma tout de suite. Content de retrouver la famille, comme nous d'ailleurs. Très bien. Et en salle 3, je voulais juste ajouter une chose par rapport à la question précédente qui a été posée. En fait, Éric et France affichent une sorte de décontraction absolument extraordinaire, mais ça fait donc 14 ans qu'ils vivent dans l'Arctique. Et moi qui suis évidemment bien plus néophyte, je peux dire que je n'ai pas eu l'impression de mourir tous les jours, mais que je pense que c'est grâce à leur présence, parce que seuls,
sans une connaissance de cette nature qui est quand même une chienne, il faut le dire, parce qu'il fait des températures épouvantables, on peut se faire bouffer par un ours, voilà, c'est quand même dangereux, mais je tenais à préciser ça, parce que ça semble tellement simple quand on les voit, mais ça ne l'est pas autant que ça, croyez-moi. Et d'ailleurs, l'épaisseur de la coque, voyez-vous, elle est épaisse, mais dans les cabines, il fait quand même -4. Il y avait un gros glaçon qui était au-dessus de ma tête, un stalactite qui pendait, et en fait, il ne m'a pas gêné jusqu'à temps que tout cela se réchauffe, et petit à petit, il s'est écoulé sur ma tête. Voilà, enfin, c'est une petite anecdote, une coulisse du tournage. Je crois qu'il y avait une question en salle 4. En salle 3. Ou 3, allez, 3 d'abord alors. Allez, j'en prends en salle 3. C'est la compétition entre les salles, c'est bien ça, j'aime ça. Bonjour. Oui, on vous écoute. Bonjour, je vous remercie pour ce beau film. Par contre, je voulais savoir un peu quels étaient vos projets d'avenir, et puis aussi par rapport aux enfants, c'est assez touchant. Moi-même, j'ai des enfants. Vous craignez-vous pas un certain déphasage par rapport à leur avenir, et puis comment ils vont s'adapter, parce que bon là, ils sont vraiment dépaysés. Hein, et alors, quels sont vos sentiments sur cette question-là? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les enfants sont d'une adaptabilité incroyable. C'est-à-dire que nos 2 filles sont très contentes. Donc l'an dernier, dans le village, j'étais très contente de vivre avec les Inuits. Et ça leur a pas posé de problème. Léonie est devenue bilingue. Elle est meilleure que moi en anglais, d'ailleurs. Et on est une petite toute. Les Inuktitut, ça commence. Et ça peut toujours servir sur un CV. Comme ça, elles pourront venir travailler au Nunavut si elles ont besoin, si elles ont envie. Mais non, l'avenir, effectivement, l'avenir sera en partie guidé par nos enfants, parce que pour nous, la motivation y est, elle y est bien. Et si il se trouve que l'une des filles aimerait mieux plus de stabilité, alors nous, on n'y connaît rien aux grands enfants, mais bon, ça peut venir, et ben ça nous fera un peu évoluer. On a déjà évolué entre être auparavant complètement isolés au Svalbard. Là, on se rapproche du village, et maintenant, nos projets sont vraiment de rester proches d'un village, pour qu'il puisse y avoir l'école, la proximité avec les autres enfants, voilà. Et quand elles rentrent en France, elles ne sont pas déphasées du tout. Elles sont juste contentes, elles écarquillent les yeux pendant une semaine, et puis après, tout est normal. C'est extraordinaire. On a une dernière question en salle 4. En combien de temps vous avez fait cette expérience? Alors j'ai acheté le bateau fin octobre 99, donc ça fera bientôt 14 ans, et puis c'est le 9e hivernage, et en moyenne on passe 2 mois par an en France, donc voilà, ça cumule pas mal de temps là-haut. Alors, pas que au Nunavut, hein, ça a été dans les eaux norvégiennes, au Svalbard, en Russie, en Alaska, au Canada, voilà, on ne sait pas combien de temps ça durera, mais ça devrait se prolonger encore un peu. On est encore blasé. Ici, salle 1. Bonsoir. J'avais une question pour Eric, un peu plus scientifique. C'était quel type de mesures vous effectuez sur vos carottes de glace? Est-ce que c'est juste l'épaisseur ou la banquise? Il y a d'autres paramètres? Alors, quand on fait des carottes de glace, ça peut être très varié. Ça peut être pour voir comment le sel percole dans la glace, là, donc ces espèces de canaux qui sont créés par l'eau très salée qui descend et puis qui évacue la glace quand la glace se forme, qui évacue le sel s'évacue de la glace. Ça peut être les algues qui se développent de retour de la lumière sous la banquise. Ça peut être la composition chimique, pour voir un peu l'historique surtout l'hiver. Donc on va regarder tous les 10 cm comment ça a évolué lorsque la banquise s'est formée. Bon, après, on ne fait pas toujours des carottes, on fait des fois juste des trous pour mesurer l'épaisseur de la glace. Et puis l'épaisseur de la neige, bon, ou plonger des instruments, donc c'est très variable. Dans le film d'ailleurs, on te voit partir la nuit tombée, tout seul. Bon alors là, on imagine bien que tu étais accompagné par Hugues et sa caméra. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais seul vraiment quand la caméra n'est pas là? Ouais, alors, en fait, pour vous donner une idée... T'as compris la question sous la chambre, c'est est-ce que c'est bien prudent? C'est sûr que c'est des choses qu'on ne faisait pas pendant les années au Svalbard, et puis bon, avec le temps, l'expérience, je me suis senti plus à l'aise pour faire parfois des périples assez longs tout seul, parfois 600, 700 km, parfois 10 jours, ça a été jusqu'à 10 jours. Alors, en gros, avec cette petite pétrolette que vous voyez, j'ai dû faire 7000 km de mesure de banquise en 2 ans, là dans la région de Grisfjord, donc presque toujours tout seul. Eh bien, j'en connais une qui doit se faire un petit peu de soucis dans ces moments-là. Non, moi je trépignais sur place. Moi
voudrais dire quelque chose Oui. par rapport à la remarque de spectateur tout à l'heure. Je trouve ça extraordinaire l'expérience que vous offrez à vos enfants. C'est un enrichissement extraordinaire. Franchement, félicitations. C'est tellement mieux que l'ordinateur, la télé ou Disneyland ou n'importe quoi. C'est génial. Voilà, je tenais vraiment à vous le dire. Je trouve ça super. Oui, mais là-bas, il n'y a même pas la 4G, je crois. Je sais pas si c'est pas si mal de en Facebook. Oui, c'est ça, il y a les ordi quand même. Hugues, justement, moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce film, parce que c'est vrai qu'il est plein de bons sentiments, et c'est vrai que finalement, France et Eric, c'est pas des sujets comme les autres, c'est devenu des amis. Oui, absolument, puisque c'est le deuxième film que je réalise avec eux. Donc j'étais évidemment très heureux de pouvoir faire une suite. En même temps, c'est toujours un peu compliqué de faire une suite. Mais c'est vrai que ça a facilité, je pense... Si c'était un signe très discret pour nous faire comprendre qu'il faut conclure, on a compris le message. Oui, en même temps, c'est vrai que maintenant nous sommes des amis très proches, mais c'est vrai qu'au premier tournage, comme on vit sur le bateau, les liens se créent très très vite ou se défont, ça peut arriver aussi. Bon, en l'occurrence, ça se passe bien entre nous. Mais je dois dire que j'ai eu une vraie émotion cette fois-ci en les retrouvant là-bas, parce que le voyage est extrêmement long. Et c'est très plaisant d'ailleurs, parce qu'il faut plusieurs jours pour arriver jusqu'à Grisfjord, on prend plusieurs avions. Le dernier avion, on a vraiment l'impression d'être Tintin, parce qu'on rentre dans une espèce de bimoteur tout rouge qui survole la banquise pendant des heures et des heures, avec des types qui tirent des manettes dans tous les sens, on comprend rien, enfin bref. Et on atterrit sur cette plage de glace où est posé ce village, et on retrouve France, Eric, Léonie et Aurore, et là c'est vraiment une émotion extraordinaire. Une émotion que tu as voulu faire partager à ton fils, si j'ai bien vu, absolument, le générique. Oui, absolument, il a participé à... Je crois que lui, il était super enthousiaste, je crois qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. C'était une découverte totale. C'était une découverte, et la nouvelle découverte, si je puis dire, sur ce tournage, ça a été aussi, bien sûr, la découverte de cette civilisation inuite, qui est quand même... assez extraordinaire, très riche, que malheureusement j'ai pas suffisamment eu le temps